Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Bonsoir, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau podcast Checkpoint. Je vais retrouver ce soir le général Hassib Seddiqi qui nous fait l'insigne honneur d'échanger avec nous. Et ce soir, je vous l'avais dit lors de notre dernier épisode, ce soir le général va revenir avec nous sur la fin de la présence américaine en Afghanistan en août 2021 et sur son départ précipité de Kaboul, de sa ville et de son pays. Et le général reviendra avec nous sur les conditions extrêmement périlleuses de son exfiltration par les forces de sécurité intérieure de l'ambassade de France, en l'occurrence le RAID. Mon général, de nouveau, je vous remercie d'être présent ce soir avec nous et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode concernant votre exfiltration d'Afghanistan. Bonsoir David et bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent. Je suis ravi également d'être avec vous et pour pouvoir continuer nos discussions sur les thèmes que vous avez abordés. Super. Alors effectivement, l'année 2021, cela remonte déjà à presque bientôt 2 ans, 3 ans même, 2 ans et demi. Dès que les gens ne se rappellent peut-être pas, est-ce que vous pourriez nous remémorer, nous rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce qui a déclenché le départ précipité, ou en tous les cas nous on l'a perçu comme précipité, des Américains en Afghanistan en 2021, départ qui, au regard des images que nous avons vues, a pu faire penser un petit peu au départ précipité des Américains de Saïgon le 30 avril 1975. Si vous pouviez nous réexpliquer les conditions de ce départ américain, ça permettrait à tout le monde de se remémorer ce qui s'est passé à cette époque. Merci David. En effet, c'est très important de faire, mettre en avant quelques éléments de contexte et aller un tout petit peu en avant pour bien comprendre les incidents ou le, le désordre qu'on a connu, malheureusement, les tristes événements de 2021. Donc, ça a commencé en 2010, conférence de l'OTAN à Lisbonne, quand président Obama annonce le retrait des forces de l'Afghanistan et les alliés l'ont suivi. En 2013, on a aussi on a annoncé la fin de mission de combat de l'OTAN en Afghanistan et sa transformation en mission de l'assistance et de la formation. C'était un premier message qui était perçu comme une étincelle d'espoir pour les talibans, comme quoi les étrangers, entre guillemets, vont partir et on va pouvoir, avec nos alliés régionaux, on va pouvoir gagner la guerre. Ensuite, il y a eu l'établissement d'un bureau politique à Doha. Donc ce bureau politique était censé donner une adresse politique avec laquelle les Américains pouvaient entamer des pourparlers, des négociations de paix. Sauf que dans tout processus de paix, vous ne pouvez pas vous passer de l'autorité ou de l'État qui est au pouvoir, qui a été élu à l'issue des élections. J'en conviens avec tous les problèmes qu'on peut lui attribuer, mais malheureusement, dans ce processus de paix, le rôle de l'État afghan était négligé avec une grande indifférence. Alors, excusez-moi, je vous interromps, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'à l'issue des pourparlers de Lisbonne, les forces en présence sous l'égide des États-Unis ont mis en place une courroie de transmission avec les talibans qui s'est matérialisée par un bureau politique à Doha, et que dans le cadre des négociations pour ramener de la stabilité, finalement l'État afghan légitime, quel que soit ce que l'on peut penser du processus électoral qui avait eu lieu, mais l'État légitime afghan a été quelque part balayé d'un revers de la main par les partis en présence, en l'occurrence les Américains. En effet, en fait, la conférence de Lisbonne de l'OTAN et l'établissement de bureau de Doha sont deux processus complètement distincts, même si on peut établir un certain lien. Mais j'ai parlé de la conférence de Lisbonne dans sa dimension militaire, car les talibans
ont compris qu'il y aurait un espoir qu'ils puissent gagner la guerre militairement. Politiquement, c'était la conférence de Doha. Quand vous commencez à vous adresser avec une entité que le monde entier a qualifiée de terroriste ou de ceux qui ont commis des attaques atroces qui ont tué des civils par centaines et par milliers, là, on a commencé à les traiter comme une adresse politique. Et donc, toutes ces deux dimensions, dans une dimension internationale, ont fait que progressivement, petit à petit, les talibans ont eu de plus en plus d'espoir. Leurs soutiens régionaux ont eu plus d'espoir que les talibans vont gagner cette guerre. Et donc, petit à petit, on arrive vers 2021. Donc, 2021, le départ des Américains, encore une fois, il y a eu je vais parler sur 3 points. Premier point, vis-à-vis des Américains, on a parlé de processus des négociations à Doha. Donc, l'élément psychologique de la guerre, le facteur, l'intention est extrêmement important dans toute guerre. Donc là, pour un soldat afghan qui était dans les coins reculés, quand il voyait que les Américains, qui étaient le soutien principal de l'armée afghane, ils sont en train de maintenant négocier avec les talibans. Léon Panetta, il signe un accord de paix avec le chef des talibans, il se serre la main. Ça a un impact malheureusement néfaste sur le moral des troupes. C'est clair. On avait du mal à mobiliser nos troupes pour leur dire non, le monde est avec nous, nos alliés, nos partenaires sont avec nous, on va gagner cette guerre, on va sécuriser notre pays. Malheureusement, ça c'était la première dimension qui a eu un impact sur l'issue de la guerre. Le deuxième était une dimension régionale. Malheureusement, notre voisin de l'Est, le Pakistan, ce n'est plus un secret pour personne, ont soutenu historiquement les talibans, que ce soit sur un plan financier ou politique ou militaire. Idem pour les Russes. Leur envoyé spécial Zamir Korbolov était un des acteurs très omniprésent et visible sur la scène diplomatique pour soutenir les talibans lors des plusieurs conférences qu'ils ont organisées à Moscou ou dans d'autres pays en Asie centrale. Idem pour les émissaires chinois qui, indirectement ou parfois directement, soutenaient les talibans. Donc et notre voisin de l'Ouest, l'Iran aussi, prenait ses précautions et ne voulait pas provoquer une hostilité quelconque avec les talibans. Donc, le fait que les Américains se retirent, dans la région, ça les a encouragés, les acteurs régionaux, de soutenir plus les talibans et d'initier des contacts avec les talibans. Et troisième et dernier point, et après je vais finir avec les causes de départ, c'est une dimension interne afghan. Malheureusement, avec les différents processus politiques internes et les choix politiques internes qui ont réduit à la légitimité interne du gouvernement, certains hommes politiques au niveau local, que ce soit les membres du Parlement ou les membres des conseils régionaux, ont commencé à initier des contacts avec les talibans pour excusez-moi l'expression, mais pour faillotage et tout, au cas où s'il y a un gouvernement de talibans, ils auront une place dedans. Même des anciens ministres ou certains des hommes politiques de grande renommée en Afghanistan ont tout fait pour montrer leur bienveillance auprès des talibans et jouer un rôle de médiateur dans un sens très négatif, médiateur dans le sens où ils essayaient d'influencer les autorités de la police ou de l'armée à un niveau local et pour leur dire voilà, le processus de paix a abouti, donc arrêtez, cessez de vous battre et moi je ferai l'intermédiaire auprès des autorités talibanes pour que soit vous préservez vos postes, soit que vous restiez en sécurité et indemne. Ok. Donc, les 3 séries de facteurs qui ont
qui ont fait le chute du gouvernement. Ok, très intéressant de revenir sur ces trois perspectives, sur ces trois dimensions qui ont eu des répercussions, donc si j'ai bien compris, psychologiques, puisque évidemment, tout d'un coup, les combattants soutenus par les forces otaniennes et américaines se retrouvent avec un soutien qui est en train de traiter avec leur ennemi. Donc évidemment, en termes de confiance et de morale, vous avez une perte totale de confiance des soldats, donc difficile de dire aux gens de continuer à se battre. Ensuite, il y a une Mhm. dimension, des répercussions sur une dimension régionale. Et là, on voit bien que l'Afghanistan est du coup pris en tenaille entre les pays limitrophes et en fonction des intérêts de puissance des uns et des autres. Mhm. Tout le monde joue son jeu. Le Pakistan joue le sien, pardon. Le Pakistan joue son jeu en ayant soutenu déjà depuis Mhm. longtemps et financé la cause talibane et terroriste. La Russie et la Chine, bien évidemment, s'engouffrent dans ce grand jeu géopolitique. Et l'Iran, elle aussi, commence à se dire que finalement, traiter avec les talibans lui permettrait d'acheter la stabilité sur ses frontières mitoyennes. Donc vous êtes victime, finalement, vous êtes abandonné à votre sort. Et le troisième impact, que j'ai bien compris, c'est la dimension politique interne qui fait que chacun va essayer de traiter selon son niveau avec les représentants talibans, un peu pour essayer de sauver sa Mhm. peau ou de se placer en faisant comme si Mhm. tout d'un coup ils étaient revenus à de bonnes intentions à l'égard des talibans. Donc on Mhm. arrive après ces accords de Doha à cette situation qui est même plus une situation de fragilité, mais une Mhm. situation de l'État afghan en fait va se désagréger tout doucement. Si vous permettez, David, je voudrais juste rajouter un dernier point, en fait, pour compléter votre, pour rajouter dans votre résumé, en fait, l'impact n'était pas que sur le moral des troupes et sur le psychologie. Et, juste pour vous donner l'exemple dans sa dimension militaire, euh, la maintenance ou la réparation de nos avions pour l'appui aérien, que ce soit nos hélicos MD 500, que ce soit les anciens hélicos MEC 17 ou MEC 35, ou que ce soit même les Apaches, on avait besoin de, enfin, les réparations après 50 heures de vol, 100 heures de vol, dépendaient d'une entreprise de réparation américaine. Idem pour les munitions pour les avions les Cessna C-208 ou AC-208. À la fin, pour vous raconter une anecdote qui est tristement amusante, à la fin, pour pouvoir soutenir mes opérations spéciales, je n'avais plus, enfin nos avions n'avaient plus de munitions, donc je demandais à nos pilotes, à nos forces aériennes de faire manœuvres de show force, donc vol en basse altitude. Et en même temps, on avait placé des équipes de mortiers et de l'artillerie pour faire semblant qu'en fait, les cibles qui ont été abattues par les avions. Parce qu'on n'avait plus de munitions de l'avion, mais on faisait semblant, on faisait ce jeu pour, garder cette perception que nos avions ont toujours de la munition. Ok, vous avez donc fait une opération psychologique pour que les talibans aient l'impression que vous aviez toujours un soutien aérien, une puissance de feu, afin de les empêcher d'avancer, alors qu'en fait vous étiez obligé de trouver un stratagème extrêmement habile pour faire croire que c'était les avions qui bombardaient, alors qu'en fait c'était Des des mortiers de mortiers. 105 millimètres et Oui. Alors des merci de cette artilleries. précision. Je vous prie de m'excuser, j'ai peut-être été un petit peu réducteur dans ma compréhension de l'aspect psychologique. Je vous en prie. On comprend bien que les Américains et les forces de l'OTAN en général vous ont laissé tomber. C'est-à-dire plus de soutien aérien, plus de capacité de maintenance, plus de munitions, plus de capacité de mise en œuvre des soutiens lourds d'entretien des matériels. Donc tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des soldats capables de combattre, compétents dans le combat en tant que combattants et que guerriers, qui psychologiquement sont peut-être atteints, mais auraient pu continuer le combat. Mais finalement, s'il n'y a plus le soutien en arrière, eh bien c'est compliqué d'aller se faire trouer la peau si ça ne sert plus à rien et si tout le monde vous a laissé tomber derrière. Donc ça, c'est important aussi que nos auditeurs le comprennent bien, parce que ça résonne par rapport aux images et à la compréhension que j'ai du départ américain précipité de Saïgon en 75. Ça veut dire qu'il faut toujours être vigilant sur les soutiens politico-militaro-administratifs et économiques que l'on peut avoir d'une grande puissance, parce que quand ces intérêts ne sont plus convergents, eh bien peut-être qu'elle peut avoir tendance à laisser tomber ceux qui ont été précédemment ses alliés. Donc parfois c'est important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui de bien se rappeler à qui nous avons parfois affaire. Très bien, du coup vous vous En retrouvez effet. vous dans cette situation extrêmement complexe,
et vous arrivez sur l'été 2021, et là, vous avez les talibans qui commencent à rentrer et à se rapprocher de la capitale. Alors, que se passe-t-il pour vous? Je crois que votre tête était mise à prix par les talibans et que vous aviez évité, et détecté et évité plusieurs tentatives d'assassinat contre vous. En effet, malheureusement, quand on travaille dans une zone de conflit, c'est triste, mais ça fait partie de notre vie et ça qui affecte non seulement nous, mais nos familles aussi par la même occasion. 2021, août 2021, j'étais posté dans la région de l'ouest de l'Afghanistan, donc à Herat. Et malheureusement, les districts et les provinces mitoyennes à Herat sont tombés, que ce soit la province de Ror, Bodris ou Farah. Et l'effectif des talibans qui était dédié à ces 3 ou 4 provinces sont concentrés sur Herat. Et Herat étant le centre de la région, ou le capital de la région. Malheureusement, on s'est retrouvé encerclé et quand que ce soit les policiers ou certains de nos collègues de l'armée ont cessé de battre ou ils ont été pris dans les embuscades, on s'est retrouvé le 12 août en captivité, encerclé à l'intérieur du quartier général de corps de l'armée à Herat. Et suite à des pourparlers, des négociations et des échanges qui ont eu entre les négociateurs à Kaboul et à Doha avec les talibans, on a été libérés de captivité, on a été transférés à Kaboul. Et donc, comme toute militaire, je n'ai pas attendu longtemps et le lendemain matin, je me suis rendu au quartier général pour débriefer mon patron. Le directeur général du NDS. Et le soir-là, on a compris que malheureusement, les portes de Kaboul sont aussi sous l'attaque des talibans et le prison central est aussi sous le feu. Et Kaboul ne va malheureusement pas tenir parce qu'on a été trahi de l'intérieur, malheureusement aussi, par certains de nos frères d'armes qui ont été malheureusement soit, je ne veux pas dire corrompus, mais menacés Retournez. ou d'autres raisons par les talibans. Donc, Kaboul était aussi extrêmement vulnérable. Donc là, j'ai compris que mon domicile n'était plus un lieu de sécurité. J'ai mis une partie de ma famille en un lieu sûr. Et la nuit du 14 jusqu'au 15, j'ai procédé à la destruction des documents sensibles et de tout ce qui ne devait pas tomber entre les mains des talibans. Et je me suis approché de nos collègues de l'ambassade de France à Kaboul pour demander refuge parce que la ville était en chaos. Les forces de sécurité étaient éparpillées. Une partie des forces spéciales était à l'aéroport de Kaboul, mais c'était le chaos total. Donc il fallait trouver un refuge de sécurité pour pouvoir se coordonner avec les autres collègues et savoir quelles pourraient être les prochaines étapes. D'accord, donc là, vous n'avez pas beaucoup de choix, vos options se rétrécissent, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que si vous voulez poursuivre la lutte, il faut rester en sécurité, et il faut surtout rester vivant. Et du coup, au regard de vos relations avec la France et de votre passage en France il y a quelques années lors de vos études, vous vous rapprochez plutôt naturellement de l'ambassade de France, qui là, l'ambassadeur, c'était Monsieur Martinon, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc là, vous êtes accueilli par l'ambassade. Comment ça s'est passé? Euh, j'ai appelé commandant Mohamed Bida, qui a pris sa retraite maintenant, que je salue, un grand homme dont la France doit être, et la police nationale doit être fière de lui. Donc je l'ai appelé, je l'ai approché, je lui ai dit, je crois que mon quartier, ma rue et ma maison est compromis. Et c'était difficile de se rendre à d'autres coins de la ville, donc je vais lui demander si je peux prendre refuge à l'ambassade le temps de savoir, de voir la situation un peu plus claire. D'accord.
il a très gentiment accepté sans hésitation. Donc j'ai pris mon passeport et je me suis rendu à l'ambassade. OK. Alors le commandant dont vous parlez, effectivement, nous le saluons ici. Je crois qu'on le voit dans le petit, montage vidéo de BFM. Je mettrai le lien dans la présentation de la vidéo. Effectivement, Mhm. c'est une façon de remercier, les forces de sécurité intérieure françaises qui étaient présentes à l'ambassade dans ce moment d'extrême chaos et qui ont toutes, agi avec un grand professionnalisme et beaucoup de courage. Alors, du coup, vous êtes accueillis à l'ambassade. La ville est en train de tomber, finalement, quartier par quartier, district par district. Votre famille est mise à l'abri. Vous avez fait le maximum pour détruire les documents compromettants. Et là, vous êtes coincé à l'ambassade. Exactement. Donc, il faut savoir pour les auditeurs que l'ambassade de France est dans une ancienne localisation qui appartenait à l'ancienne famille royale, qui est à quelques centaines de mètres du palais présidentiel actuel. Donc pour vous dire que c'est un des lieux le plus sûr de Kaboul. Et quand on a vu que même les carrefours autour de l'ambassade de France ont tombé entre les mains des talibans, on a su qu'on était coincé là-bas. Euh, une première convoi où il y avait les diplomates et monsieur l'ambassadeur ont été transférés de l'ambassade à l'aéroport de Kaboul, enfin l'aéroport militaire de Kaboul, 4-5 km de l'ambassade. Et quand ils sont revenus pour prendre d'autres personnes, y compris nous qui étions à l'ambassade de France à l'intérieur, pour nous amener jusqu'à l'aéroport, là, malheureusement, tous les carrefours étaient sous le contrôle des talibans et c'était extrêmement risqué de partir alors qu'il n'y avait aucun point de contact. On ne savait pas comment ils allaient réagir, comment ils géraient, qui était en tête. Donc, on n'avait aucune information sur les règles d'engagement qui leur étaient instruites. Donc là, on voit vraiment les grands défis pour les professionnels de sécurité comprendront mieux ces notions. Donc les défis de coordination à une échelle internationale étaient le premier parce que on avait à la fois les Marines qui étaient euh, placés à l'aéroport de Kaboul pour sécuriser l'aéroport de Kaboul, mais aussi les forces militaires turques qui avaient pris la responsabilité des points d'entrée à l'aéroport de Kaboul. Et donc, c'était un cauchemar de coordination, de pouvoir arriver à des décisions, comment transférer plusieurs centaines de personnes qui étaient coincées à l'intérieur de l'ambassade de France jusqu'à l'aéroport de Kaboul. Alors, merci de ces... Et le deuxième Oui, défi, oui, pardon, allez-y, allez-y. oui, Le je suis deuxième désolé. défi. Non, non, le Alors, deuxième défi. le deuxième défi, c'était l'analyse et l'évaluation de risques dans ce contexte contexte de crise. Euh, Certes, on avait évalué, quand je dis on, c'est les forces afghanes, les Américains et nos alliés de l'OTAN. Certes, il y avait le risque terroriste, ASKP ou la branche de l'Asie centrale de groupe État islamique était présent et très imminent. Il y avait le deuxième risque criminel, donc tous les pilleurs et les voleurs qui étaient préparés pour voler et cambrioler les commerces ou les administrations et tout. Mais tout le monde avait sous-estimé le risque qui nous a coûté le plus cher, c'est le risque de désordre. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, excusez-moi pour mon français, risque des foules populaires. Mhm. Donc, on n'avait pas deviné que on pouvait avoir des foules de plusieurs dizaines de milliers de civils sur l'aéroport de Kaboul et qui allaient casser, qu'on ne pouvait pas traiter comme des terroristes ni des criminels parce que c'était des familles, des enfants, des femmes. Donc là, c'est ce qui a créé un très très grand défi pour la bonne conduite de ces opérations de l'évacuation et les vols de l'évacuation depuis Kaboul vers l'extérieur. Ok, alors ça fait effectivement penser à l'évacuation de Saïgon, mais votre témoignage sur ce qui s'est passé à l'ambassade de France et le départ de l'ambassade de France me fait penser au film La Déchirure.
lorsque les Khmers rouges sont arrivés à Phnom Penh, de mémoire en 1978, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Et effectivement, les Oui. gens se sont réfugiés à l'ambassade de France et certains ont pu partir et d'autres ont dû être rendus aux Khmers rouges et ont subi des procès et des exécutions expéditives extrêmement violentes. C'était donc aussi pour vous et les gens qui étaient avec vous un risque majeur qui pesait sur votre tête. Alors là, on comprend bien que vous êtes confronté à une situation de très haute intensité en termes d'ascenseur émotionnel. Et alors, on le voit un petit peu dans le documentaire de BFM. Expliquez-nous comment vous montez dans un 4x4 avec le RAID et comment se passe votre acheminement secret jusqu'à l'aéroport. Alors, vous l'avez très bien résumé avec l'analogie avec les tristes incidents de Saigon en 78. On avait à la fois cette évaluation de risque parce on était obligé d'autoriser plusieurs centaines de personnes sans, sans vraiment pouvoir faire tous les checks de Mhm. sécurité, Oui, les familles et les enfants. Donc on avait grande peur d'avoir un l'infiltration des infiltré, bien talibans ou sûr. des gens qui donneraient des informations aux talibans. Donc Ouais. il fallait vraiment prendre toutes les mesures de sécurité et précautions de sécurité. Donc là, finalement, on a décidé de pouvoir transférer cette population, on était plus de 250 personnes, je crois, de l'ambassade jusqu'à l'aéroport. Et pour cette exfiltration, il fallait avoir au moins 3 garanties. Et les 3 niveaux de garantie, le premier était à l'échelle des diplomatiques, donc avec les diplomates français à Doha, avec les talibans. Une deuxième échelle, c'était plutôt national, donc depuis l'ambassade, on a trouvé des contacts des autorités talibans, donc des prises de contact officieuses et non pas officielles, pour leur demander si les personnes qui sont à l'ambassade de France pourraient être transférées à l'aéroport sans qu'il y ait de problème de sécurité de la part des talibans. Donc je vous épargne les détails, mais on a eu cette deuxième garantie également, comme quoi je me souviens de textes qu'on avait reçus par message pour dire vous pouvez partir, vous pouvez rester, personne ne vous dit rien, c'est votre choix. Et le troisième garantie, je ne sais pas si on peut dire garantie, mais au moins le troisième niveau qui nous a permis d'être rassurés de pouvoir faire ce trajet, c'est qu'un des talibans qui était posté sur le carrefour devant l'ambassade nous approche. Donc, les collègues de la police nationale française, avec leur interprète, sortent jusqu'à la portail pour parler, pour l'entendre tout simplement ce taliban. Et sauf que le taliban, il nous propose, il dit si vous me prenez moi avec ma sœur et mon beau-frère, ben, je vous escorte jusqu'à l'aéroport sans aucun problème. Alors, on était un peu bouche bée, on était étonnés, surpris, on ne savait pas quoi faire. Donc, ça a été relayé à la chaîne de commandement jusqu'au centre de crise au Quai d'Orsay. Et après avoir le feu vert, ça a été accepté. Donc, c'est une fois qu'on a eu ces 3 garanties, on a commencé à penser aux options logistiques. Donc, comment on transfère 250 personnes entre ces de point A à point B. Donc, il fallait trouver plusieurs dizaines de bus pour pouvoir embarquer tout le monde et assurer la sécurité, sachant que on était une dizaine de policiers, de RAID, et qu'en aucun cas il fallait qu'il y ait un échange de tirs Mhm. ou un problème quelconque. Donc moi, avec un autre de mes collègues qui travaillait pour le Conseil national de la sécurité, un haut fonctionnaire, et un colonel des forces spéciales de la police, il fallait qu'en aucun cas, les talibans, surtout les réseaux Haqqani, Mhm. s'en aperçoivent, puissent nous identifier. Et si on est identifié, ça pourrait, bien naturellement, un risque certain de vie et de mort pour nous, mais ça pourrait aussi mettre en danger la sécurité de tout le convoi. Donc c'est là qu'on est venu avec ce plan où il fallait dissimuler notre position à l'insu des autres passagers Mhm.
dans d'autres véhicules et non pas dans les bus, OK. dans des compartiments avec peu de visibilité pour faire ce trajet. OK. Donc 3 personnes à forte valeur ajoutée, dont vous, sont mises en Oui. sécurité dans des véhicules à l'abri des regards des autres personnes évacuées de l'ambassade afin que personne ne puisse, vendre vos enfin vendre, ne puisse révéler votre présence dans ces véhicules. Donc là, vous prenez la décision, Mhm. en accord avec les forces de sécurité, les forces de l'ordre françaises et avec le Quai d'Orsay qui valide tout ça. Vous prenez la décision avec ces 2 autres personnes de vous cacher dans des véhicules en espérant que ces véhicules ne seront pas arrêtés ou fouillés par les talibans, auquel cas vous auriez été mis dehors et ensuite votre sort aurait été plus qu'incertain. En effet, David, vous le savez mieux que tout le monde, il y a l'élément d'incertitude est indéniable. Donc, même si on avait pris toutes les précautions qu'on pouvait, tout ce qui était logique, tout ce que l'expérience et tout ce que le métier nous avait appris, on l'a mis en application, mais il y avait toujours cette grande incertitude parce qu'on était, après 72 heures, on sortait en ville avec sous un autre régime, dans une période de transition. Les balles de Kalachnikov et des PKM s'envolaient tout au longueur de la journée et de la nuit. Donc, il y avait des échanges de tirs tout le long. On ne savait pas qui était qui et qui faisait quoi. Donc, on se lançait tout en étant conscient du risque. Mais en aucun cas, il fallait qu'on provoque Mmh. un échange de tirs, une altercation avec les checkpoints de talibans. OK, alors je vais me permettre une question un petit peu personnelle. Quand vous rentrez dans ce véhicule, si on en croit la petite vidéo, vous êtes donc, entre des black box, c'est-à-dire des caisses de transport. À quoi est-ce qu'on pense dans ces cas-là, mon général? Euh, Beaucoup de choses, David. Beaucoup d'émotions tristes de voir que j'ai perdu mon pays, de voir que qui contrôle maintenant notre ville, de voir c'était 1 heure du matin, donc je pouvais voir très peu de choses. Et surtout, quand on était entre les checkpoints, j'essayais d'être le moins visible entre les sacs de munitions et des black box. Mais quand je pouvais voir depuis la fenêtre, c'était comme toute militaire français ont pu penser dans les années entre 39 et 41, comme tous les autres militaires qui ont dû voir leur pays tomber entre les mains de l'ennemi, OK. de perdre une bataille. Donc, des émotions très dures à parler, même maintenant. J'entends, je vous remercie. L'émotion est palpable et vraiment merci de prendre sur vous pour nous donner ce message avec vos mots. J'ai entendu quelque chose de très puissant. Vous avez dit: «Comme tous les militaires qui ont perdu une bataille», donc j'en déduis que inconsciemment vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Non, on ne peut pas accepter que le pays reste éternellement entre les mains d'un groupe radical, terroriste, arriériste, qui ne croit en aucune valeur humaine, sauf leur propre interprétation radicale, qui ne convient à personne qu'à eux-mêmes. Mon général, je crois que ce sera quasiment le mot de la fin. C'est une belle conclusion. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps avec Merci. moi d'échanger sur cette époque difficile pour vous, et on le sent bien, d'avoir quitté votre pays, votre patrie, en pleine nuit, à 1 heure du matin, comme un renégat, en risquant de vous faire tirer dessus à tout moment. Un pays que vous aimez, que vous avez laissé, la rage au cœur. Et écoutez, encore une fois, bravo pour ce que vous avez fait. Je tiens à remercier dans ce podcast les forces de sécurité intérieure, les forces de police, le RAID et les attachés de sécurité intérieure qui ont géré cette crise de très haute intensité d'une main de maître. Et je suis ravi de pouvoir vous compter parmi mes interlocuteurs et mes invités dans ce podcast. Et je suis ravi que la France ait pu vous accueillir et vous permettre de continuer et de retrouver la foi et la volonté pour peut-être
un jour contribuer au redressement de votre pays. Mon général, je vous remercie Merci beaucoup, et je David. vous propose à l'occasion peut-être de nous retrouver plus tard pour aborder l'Afghanistan une prochaine fois en fonction de ce qu'il se passera. Bonne soirée à vous, je remercie nos auditeurs et je vous dis à tous bonne continuation et à une prochaine fois et encore merci mon général. Merci beaucoup, David, et merci à vos auditeurs. Bonne soirée.